Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule pour vous, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou même en rediffusion sur YouTube ou en podcast puisqu'on est absolument partout. Les guerres napoléoniennes, on les connaît quand même plutôt bien, et je dis pas du tout ça parce qu'on a fait un double épisode à leur sujet il y a pas très longtemps sur YouTube, je vous invite à aller les voir. On les connaît aussi ces conflits grâce aux archives et grâce à l'archéologie, et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité Frédéric Lemaire. Frédéric, il est archéologue, il est aussi ingénieur de recherche à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et au fur et à mesure de sa carrière, il s'est notamment spécialisé dans l'archéologie des conflits récents, plus particulièrement des guerres napoléoniennes. Il a fouillé plusieurs sites liés à ces thématiques qu'on va aborder dans cet entretien, donc je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Il a écrit également de nombreux articles à ce sujet, comme un dossier dédié à l'archéologie des guerres de Napoléon, dans le numéro 639 d'Archéologia, qui est paru en février 2025. Il a également fondé l'association pour l'archéologie des sites des conflits armés récents, l'ASCAR. Bref, il y a de quoi dire, et ça tombe bien parce qu'il est juste là avec nous. Salut Frédéric. Bonjour Benjamin. Tu vas bien ? Très très bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui te remercie de nous accorder un petit peu de ton temps. Ça va être passionnant comme sujet. D'autant que il y a pas très longtemps sur la chaîne, on avait commencé à parler un peu d'archéologie de la Première Guerre mondiale, qui est un type d'archéologie qu'on ne connaît pas beaucoup. Et je dois te dire que c'est vrai que l'archéologie des conflits napoléoniens, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite en tête quand on a le mot archéologie. On l'associe pas forcément à Napoléon. À l'esprit, oui. Alors, j'ai une question en préambule de cet entretien, la question traditionnelle. Comment est-ce que toi, t'en es arrivé à bosser sur ces sujets ? Est-ce que t'es un grand fan de Napoléon depuis que t'es tout petit ? Oui, alors ça c'est étrange parce qu'il y a un mythe récurrent dans ma famille sur une soi-disant passion une passion d'enfant pour Napoléon. Alors je la dément catégoriquement. J'ai lu très tôt, effectivement, adolescent, des biographies sur Napoléon, mais j'étais pas particulièrement fasciné par le personnage ou l'époque. Je me souviens d'un dossier que j'avais fait en troisième, effectivement, où j'avais étudié le testament de Napoléon à Sainte-Hélène. Je me souviens effectivement, mais voilà, moi j'étais davantage fasciné par les westerns, les films de KPDP que par les guerres napoléoniennes. D'ailleurs, je n'ai jamais été très attiré par l'uniforme en fait napoléonien. L'uniforme napoléonien m'a toujours rebuté. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose qui était un peu, comment je pourrais qualifier ça, excentrique, on va dire. Il y avait donc c'était pas tout à fait dans mes cordes. En revanche, oui, l'archéologie, c'est vraiment, en tout cas, mon intérêt pour l'archéologie est vraiment précoce. Je regarde un souvenir très précis vers 5-7 ans et vers 13 ans, je la pratique, effectivement, avec Bernard Florin, qui dirigeait le service archéologique municipal de Cambrai, dans le Nord. Je suis natif de Cambrai. En 1986, je rejoins l'équipe d'Alain Jacques à Arras, dans le Pas-de-Calais. Alain Jacques, on en reparlera parce qu'il est l'un des pionniers de l'archéologie de la Grande Guerre. Et là, donc, en 86, je bénéficie d'un tout premier contrat professionnel. J'ai à peine 17 ans, donc je suis vacataire de l'AFAN. L'AFAN, c'est l'Association pour les fouilles archéologiques nationales. Cette association qui disparaîtra au profit de l'Institut INRAP en 2002, suite à la loi sur l'archéologie préventive du 17 janvier 2001. Donc voilà, à Arras, je vais me former à l'archéologie urbaine, antique et médiévale. Après le bac, j'entame des études de droit que je vais très très vite abandonner parce que je poursuis l'archéologie sous contrat déjà. Et je vais finalement me tourner vers l'étude de la Gaule romaine en Sorbonne avec le professeur Henri Lavagne. Et puis en même temps, je poursuis effectivement avec l'équipe constituée autour d'Alain Jacques mon apprentissage du métier d'archéologue de terrain, parce que je me définis comme un archéologue de terrain avant tout. Et là, je vais participer en particulier aux fouilles exceptionnelles de la rue Baudimont, qui est en fait le site de la cité de Nemetacum, cité antique d'Arras. Et puis, je vais rejoindre ensuite le service archéologique de Béthune, que dirige Véronique Deloffre. Et puis ensuite, des villes au champ, je vais participer dans les années 90 au développement d'une archéologie des grands travaux, TGV,
à 16, à 29, c'est l'âge d'or de l'archéologie, puis à celui dite préventive au sein de l'INRAP, au début du nouveau millénaire. Voilà, on va se tourner vers les ZAC, les lotissements, les déviations routières, les gazoducs, les éoliennes. On accompagne comme ça un petit peu le développement des infrastructures, du paysage. Et puis, voilà, un petit peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui. L'archéologie va me faire voyager de la Sibérie à l'Éthiopie, des Antilles à la Guyane, où je dirige en 2022 à Cayenne une fouille importante, mais également en Europe, dans les pays de l'Est, en Biélorussie, Russie, et finalement dans les Baléares avec le projet Cabrera qui a débuté en 2021 et qui est toujours d'actualité. Un petit peu mon parcours. Donc ça fait quand même un petit bout de temps que t'es dans le game de l'archéologie, comme on dit. 40 ans. 40 ans, c'est pas mal. Bravo. Merci. Et alors, quand on a préparé cet entretien, toi tu nous disais que on sent qu'il y a une évolution un petit peu de l'archéologie avec un intérêt qui va quand même croissant pour les conflits un peu plus modernes. Oui, c'est un fait, effectivement. L'archéologie nous talonne, je même nous menace d'une certaine façon. Nous sommes potentiellement obligés de l'archéologie. Nous verrons des archéologues fouiller des tombes d'archéologues au train où vont les choses. On observera sur nos squelettes les marqueurs et les pathologies de traumatisme propres à notre activité. Donc c'est une mise en abîme quasi métaphysique. Mais oui, l'archéologie nous talonne. On fait aujourd'hui, on parle d'une archéologie du présent aussi. Les grands conflits, effectivement, qui ont précédé la construction européenne, les deux guerres mondiales, les guerres napoléoniennes, sont entrés pleinement dans le champ de la recherche, et donc il y a une archéologie institutionnelle sur, en particulier sur la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est relativement proche. On a aussi procédé à une archéologie dite industrielle. Et il y a aussi des expériences sur des contextes encore plus récents. Donc effectivement, on est sorti de cette idée d'une archéologie progressivement, d'une archéologie liée à l'ancienneté, en fait, à l'enfoui aussi. C'est une archéologie, c'est une méthode d'investigation propre, en fait, qui se distingue au fond d'autres champs disciplinaires de l'historiographie ou d'autres champs disciplinaires des sciences humaines. Et comment t'expliques cet intérêt pour ces conflits plus modernes? C'est quoi? C'est les anniversaires, on se dit que les trompettes vont sortir et que du coup il faut présenter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors bon, là, on va faire un peu de storytelling dans cette mission. On aime ça. Non, mais c'est évident parce qu'effectivement, les intrications, interactions sont beaucoup plus complexes que ça. Mais effectivement, il y a un intérêt croissant, effectivement, pour des événements, des périodes, un passé qui finalement est peut-être plus facilement appréhendable par le grand public, qui rentre un petit peu dans leur référentiel, en fait. C'est plus facile d'imaginer la Première ou la Seconde Guerre mondiale ou les guerres napoléoniennes que d'imaginer un habitat néolithique. Donc je pense qu'il y a quelque chose en plus qui les lie, en fait, parce que c'est une histoire relativement récente. J'évoquerai mes ancêtres par la suite, mais c'est vrai qu'on est, en tout cas ma génération, on est en prise directe avec ces événements. Donc c'est une approche. Mais oui, moi j'observe effectivement ce glissement progressif, mais je l'ai observé au début des années 80, lorsque j'ai commencé l'archéologie. On parlait très peu d'archéologie médiévale, par exemple. On était très axé sur l'archéologie antique. Et puis moi, j'ai vu dans les années 80-90 l'archéologie médiévale se diffuser très très largement. Et puis ensuite, ça a été le tour de la période moderne, en fait, et ensuite de la période contemporaine, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, depuis 1789. Donc il y a un glissement comme ça qui d'ailleurs s'accélère. J'ai l'impression que ce glissement s'accélère, on intègre de plus en plus facilement. Alors pourquoi? Parce que en fait c'est lié, le corollaire de ça, c'est le développement de l'archéologie préventive. C'est-à-dire cette systématisation du diagnostic qui fait que effectivement on est confronté à des vestiges liés à ces événements récents. Et dans un premier temps, on les a un petit peu éludés, on est passé un petit peu au travers pour aller chercher les contextes plus anciens.
Et puis progressivement, il a fallu intégrer un petit peu tous ces éléments-là, et on a commencé à restituer les résultats sur ces contextes-là, et donc ça a finalement pénétré un petit peu à la fois le politique aussi, et puis le grand public. Donc voilà, c'est un processus, en tout cas, c'est un processus complexe, mais la tendance, en tout cas, ne se dément pas, il me semble. Et moi, je vois bien à quel point la plupart des gens sont beaucoup plus intéressés par mes travaux sur les conflits récents et les guerres napoléoniennes que par mes recherches pourtant très très importantes sur des sites sur la période gallo-romaine. J'ai eu l'occasion de signer des établissements ruraux complets, des mausolées, je sais pas. Bon, c'est effectivement, ça parle à la communauté, mais finalement, ça parle assez peu au grand public. Mais tu sais, sur YouTube et ailleurs, on le sent dans les sujets aussi. Ce qui est à la côte, c'est l'histoire contemporaine. Hein. C'est là que le public se dirige aussi en masse. Alors, juste petite précision, hein, pour ceux qui ne sont pas, par exemple, familiers de notre format, ou qui n'ont pas l'habitude d'écouter des choses sur l'archéologie. Quand on parle d'archéologie préventive, on parle en fait de chantier, notamment en France, on est plutôt fort là-dessus. Quand il y a un chantier à faire, un gros bâtiment à construire, une autoroute, n'importe quoi, eh bien, avant de couler le béton, on va creuser un peu, on envoie des archéologues pour s'assurer qu'on n'est pas en train de détruire un site, et donc on va recueillir ces informations-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas détruire le site par la suite, mais au moins on recueille les informations. C'est tout dans le cas. Et c'est ce qu'on appelle la sauvegarde par l'enregistrement. C'est-à-dire qu'effectivement, le deal, c'est de libérer les terrains et donc de sacrifier les vestiges, mais après, finalement, leur étude et leur enregistrement virtuel. Voilà. Et donc, des fois, pas de bol pour le promoteur, il y a une super découverte, et là, on lui dit, désolé, mon coco, tu vas attendre un peu. Oui, ce qui a fait dire, et tu avais réagi, et j'avais beaucoup apprécié sur les déclarations de notre ministre de la Culture. Voilà, donc on voit bien effectivement que ça reste problématique. Hein, ça n'est jamais tout à fait acquis, l'archéologie préventive, et pourtant elle est exemplaire à plus d'un titre, et elle est remarquable. Hein, je pense qu'on a probablement une des meilleures archéologies du monde aujourd'hui. On a changé l'échelle complètement, et il faut préserver cet outil qu'est l'INRAP et l'archéologie préventive. Alors l'INRAP et les services de collectivité, et puis aussi les opérateurs privés. Hein, on n'a pas de secteur. Hein, oui, parce que il faut préciser que depuis 2003, l'archéologie est concurrentielle. Donc on est sur un secteur concurrentiel, ce qui est un peu difficile à accepter, bien sûr. Hein. C'est comme ça. Ouais, c'est un peu l'évolution partout. C'est l'évolution, tout ça. Voilà. Alors, durant le pré-entretien, tu nous disais que tu as évoqué la découverte de la sépulture de l'auteur du Grand Maulne, Alain Fournier. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça, parce que ça a eu un grand rôle? Ah oui, c'est un moment fondateur, cette découverte de mon collègue, alors c'est Frédéric Adam, qui d'ailleurs est membre de l'ASCAR, hein, on en reparlera, hein, qui est un de nos collaborateurs sur nos différents projets. Oui, en 1991, hein, donc pour recontextualiser un petit peu, une sépulture est découverte par une association, je crois, en tout cas des gens qui cherchaient à résoudre l'énigme de la disparition d'Henri Alban Fournier, alias Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. Et effectivement, ils vont découvrir une fosse commune à Saint-Rémy-la-Calonne, dans la Meuse. Et cette découverte, en fait, va faire l'objet, pour la première fois, d'une prescription des services de l'État. C'est vraiment ce qui distingue, en fait. C'est pour ça que c'est un moment fondateur. Il y a eu de l'archéologie opportuniste sur la Première Guerre mondiale. Hein. Je l'ai fait sur le tracé du TGV avec d'autres, avec Alain Jacques, avec Yves Desfossés aussi, qui est aussi un des grands promoteurs de l'archéologie de la Grande Guerre. Et donc à Saint-Rémy-de-Calonne, effectivement, ils vont découvrir l'escouade commandée par Alain Fournier, donc dans une fosse, hein, ce qu'on appelle une sépulture multiple, hein, primaire, 21 corps, dont 19 seront formellement identifiés.
Et donc ça va, cette découverte en fait que Flanagan a publiée dans un très beau livre, je l'ai là, je l'indiquerai dans les livres que je préconise. Donc ça a vraiment marqué effectivement, donc c'est 22 septembre 1914, la mort d'Alain Fournier. Et donc ça va entre guillemets constituer un précédent. Et surtout, alors l'intérêt aussi, au-delà du travail anthropologie classique, ça a été aussi finalement de trancher la question des causes de la mort de Fournier et de son escouade. On pensait qu'en fait ils avaient été fusillés par les Allemands, et finalement au fond l'étude a montré que ils avaient été tués au combat, en fait. Alors, on parle pour ces conflits modernes, ces conflits récents, où est-ce qu'on situe la limite, justement, entre ce qui est moderne et ce qui ne l'est pas ? Il n'y a pas réellement de limite. Hein. Rien n'est fixé de manière académique ou institutionnelle. Hein. Donc, il y a des restrictions, par exemple. Alors aujourd'hui, par exemple, on n'est plus autorisé à fouiller les sépultures de guerre récentes. À partir du moment où elles peuvent être identifiées, parce que ça relève effectivement, ça ne relève pas de l'archéologie, ça relève du ministère des Anciens Combattants, de l'armée. Voilà, et on l'a fait de manière illégale pendant très très longtemps. Donc, il y avait une espèce de zone grise dans laquelle finalement au fond les archéologues intervenaient. Donc tout ça a été rappelé. Hein. Donc on peut travailler en collaboration avec ces organisations gouvernementales, mais effectivement françaises, anglaises ou allemandes, mais effectivement on n'est pas habilité à le faire. Et d'ailleurs, elles sont en train de se doter d'anthropologues. En fait. Alors la limite, on sait que l'expertise des archéologues, des archéo-anthropologues est sollicitée sur des charniers récents. La guerre d'Espagne de Franco, l'Argentine, le Rwanda. Donc on parle plus là effectivement d'une archéologie médico-légale que d'une archéologie classique. Mais les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. On est dans un cadre judiciaire pour cette archéologie médico-légale. Mais finalement, au fond, les protocoles, la manière d'intervenir, et finalement l'enquête est assez similaire. Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Je pense que tout ce qui est finalement postérieur aujourd'hui à la Seconde Guerre mondiale ressortirait effectivement plutôt d'une archéologie dite médico-légale que d'une archéologie traditionnelle, en fait. Toi, tu as fouillé sur des sites liés aux deux conflits mondiaux ? Oui, 14-18, effectivement, à plusieurs reprises, et notamment dans le cadre d'une collaboration en 1998, c'était assez nouveau aussi, dans le cadre d'une collaboration avec une agence gouvernementale canadienne sur le site de Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel, donc un site préservé dans la Somme. Et donc ça a été aussi là, ça a créé aussi un précédent, hein, puisqu'il y a une prescription effectivement du service régional de l'archéologie, et puis ensuite sur différents sites, notamment à Blaincourt-Pressoir, en plein sur la zone de front, hein, sur la ligne de front de la bataille de la Somme, là, sur des sites multiséculaires, mais très très marqués par le conflit. Et donc effectivement, moi j'ai prêté une attention particulière au réseau de tranchées, à la densité des impacts d'obus, en travaillant notamment sur une question plus davantage un petit peu méthodologique, c'est-à-dire l'impact que pouvait avoir sur la compréhension d'un site ancien tous ces impacts, tous ces vestiges tranchés qui effectivement viennent un petit peu déconnecter les vestiges, les amputer, voilà. Donc il y a différentes dimensions dans cette approche. Et puis on était confronté sur des décapages, on aborde ces établissements, ces occupations, ces habitats anciens sur des très très grandes surfaces. Là on était sur une emprise de ZAC, et donc on décape des dizaines d'hectares d'un seul tenant, et donc là on est effectivement on est confronté à des découvertes macabres de soldats, de combattants piégés dans un trou d'obus, dans le fond d'une tranchée colmatée. Donc voilà, donc ça c'est des découvertes qui sont fréquentes dans les régions du Nord,
sur la ligne de front, hein, extrêmement récente, extrêmement fréquente, et c'est la raison pour laquelle aussi Alain Jacques, qui est un antiquisant et médiéviste, c'est progressivement tourné aussi vers l'étude du premier conflit mondial, et aussi notamment en étudiant les fameux réseaux souterrains d'Arras, dans lesquels l'armée britannique s'est préparée à l'offensive de 17. Donc voilà un petit peu je sais pas, je me suis peut-être un peu éloigné de ta question. Mais... Non, mais moi ça reste intéressant. Et puis tu sais, c'est un format, on a 2 heures, donc ça permet de digresser. Moi j'aime voilà, bien. Moi je vais digresser souvent d'ailleurs. Hein. D'ailleurs sur YouTube, hein, si ça vous intéresse, sur Nota Bene YouTube, on a fait plein de trucs sur la Première Guerre mondiale. On a fait la caverne du dragon, on a fait pas mal de choses. Allez voir, Oui, j'ai pas donc effectivement la Première Guerre mondiale, et puis ensuite la seconde, j'ai eu l'opportunité aussi, à la chance de fouiller dans le sud de la France, à Miramas, près de Marseille, un camp américain de prisonniers allemands, là aussi sur prescription des services de l'État, et donc ça a été une fouille assez exceptionnelle, notamment en termes de quantité d'objets découverts, hein, dans une série d'une vingtaine de latrines très profondes, on a extrait près de 20 000 objets. Et oui, absolument extraordinaire, hein, qui documente à la fois la vie des détenus, mais également des gardiens. Là, on avait des lunettes Ray-Ban au préservatif, en passant par l'artisanat de camp, des armes, les tenues de pluie des prisonniers, avec marqué à la peinture dans le dos prisonniers de guerre. Donc c'était vraiment, et puis tout ce qui touchait à l'hygiène, tout ce qui pouvait toucher aussi à la production de petits cœurs, d'objets en forme de cœur, des objets artisanaux, une quantité d'objets incroyables, un corpus, et puis de très très gros objets aussi, notamment une chaudière fabriquée dans l'Illinois, complète. Et donc c'est posé la question, et j'ai fait un article à ce sujet qui s'appelle Que faire de la chaudière, où j'interrogeais les limites de la patrimonialisation de ces objets, parce que qu'est-ce que l'on fait de toutes ces... On ne peut pas pratiquer la même archéologie sur des ensembles qui livrent 20 000 objets que sur un site lathénien qui livre 2 caisses de tessons de céramique. Et donc c'est une vraie problématique, hein. C'est qu'est-ce que l'on fait de ce patrimoine à partir du moment où on prescrit une fouille. Est-ce qu'il faut échantillonner? Est-ce qu'il faut conserver? Et donc finalement, mais cette chaudière et d'autres gros objets ont fait l'objet d'un enregistrement 3D. On les a scannés. On a gardé une mémoire virtuelle de ces objets, mais les objets ont été détruits parce qu'on n'imaginait pas les stocker et surtout les stabiliser. Le problème, c'est le coût de la restauration. Un patrimoine, participe d'un choix, hein, c'est une sélection d'objets. Alors on n'est pas toujours d'accord quand on est archéologue, parce qu'on est plutôt conservateur, et c'est vrai que c'est un peu frustrant de finalement de jeter les objets issus d'une fouille. Et c'est une vraie problématique quand on connaît l'état de saturation des dépôts archéologiques. Tout à l'heure, tu as évoqué un truc, alors je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais du coup, sur la Première Guerre mondiale, t'étudiais en fait l'impact des bombardements, du coup, sur les anciens sites et sur ce qui nous restait d'anciens sites archéologiques, c'est ça? Oui, j'ai fait ce travail-là sur le site d'Ablain-Compressoir, où je me suis amusé vraiment pour le coup, à documenter, à renseigner chaque impact d'obus, chaque petit tronçon donc on a fait presser un plan masse en fait de tous ces, à la fois des vestiges anciens et des vestiges liés à la bataille de la Somme, et pour voir un petit peu quelles étaient les limites en fait, effectivement, jusqu'où c'était tenable de fouiller des sites à ce point perturbés par ce conflit. Quel est le seuil en fait au-delà duquel il n'est pas nécessairement utile de prescrire, et a fortiori quand on sait aussi le risque lié aux engins pyrotechniques, parce que ça aussi c'est une autre limitation à ce travail sur l'archéologie de la Première Guerre mondiale, c'est le risque lié aux engins de guerre explosifs ou à gaz, hein. On a chez nous là à l'INRA dans les Hauts-de-France, on a eu plusieurs équipes qui ont été impactées par du gaz. Alors pour l'instant on n'a pas eu d'accident lié à l'explosion d'une munition, mais
on croise les doigts parce que on est souvent, et surtout qu'on est les premiers à intervenir, et par le décapage archéologique de la couche de terre végétale, on dépollue en quelque sorte. En tout cas, on identifie le risque, et donc on est très très exposé, surtout derrière la pelle mécanique, derrière le godet. Voilà, donc les collègues, et l'INRAP est très très vigilante, et je ne vais pas dire forme ces archéologues, en tout cas elle les sensibilise régulièrement par des stages de sensibilisation auprès des services de déminage de la sécurité civile. Alors, pour les gens qui nous suivent, ils disent, dis donc, on n'a pas parlé encore des conflits napoléoniens, là, mais oui, c'est une belle introduction de 30 minutes, mais en même temps, c'est passionnant. Justement, de ton côté, donc, s'est développé aussi l'archéologie des conflits napoléoniens. Comment ça s'est passé? Quelle découverte il y a eu sur ces périodes-là qui ont été marquantes? Mais en fait, moi, alors là, encore une fois, c'est l'opportunité. Cette archéologie-là, des conflits récents, des périodes modernes, est un peu opportuniste. C'est-à-dire que c'est le résultat, effectivement, du diagnostic archéologique. Et dans le cadre d'un diagnostic, effectivement, un premier camp du camp de Boulogne a été découvert en 2003-2004. Et donc, à partir de cette découverte, il y a eu prescription à nouveau du service national d'archéologie du Pas-de-Calais. Et puis un ensemble de camps ont ensuite été fouillés quasi intégralement. Et puis j'ai continué la recherche sous la forme d'une fouille programmée sur d'autres camps. Donc c'était au début des années 2000. Là à nouveau, on est dans un contexte de bicentenaire. On va commencer les bicentenaires en 2004 jusqu'en 2015. Ensuite, en 2021, il y a le bicentenaire de la mort de Napoléon. Mais donc voilà, donc il y a à nouveau un intérêt pour ça. Enfin, s'agissant des guerres napoléoniennes, je crois que l'intérêt est persistant, et on n'avait pas nécessairement besoin de ça. Mais en tout cas, ça n'avait jamais vraiment été exploré sur le territoire métropolitain. En revanche, et ça j'ai fait un travail récent où je reviens un petit peu sur les origines et le développement de cette archéologie. Il y avait déjà eu des découvertes antérieures, notamment au Moyen-Orient, sur le siège de Saint-Jean d'Acre, sur la flotte détruite à Aboukir avec la fouille du vaisseau amiral l'Orient. Donc là, on est dans les années 80, 90, 91 pour la découverte à Saint-Jean d'Acre. Les archéologues israéliens vont prendre en compte, effectivement, là, ils sont dans le cadre d'une archéologie de sauvetage au pied des murs de Saint-Jean d'Acre, et ils vont effectivement découvrir 4 corps sans tête de soldats et sur les squelettes, et découvrir des boutons d'uniforme. Et alors, on sait qu'effectivement, les Turcs coupaient les têtes des combattants à Saint-Jean d'Acre. Ça a marqué on a énormément de témoignages sur cette pratique qui révoltait les soldats de la Grande Armée. Enfin, de la Grande Armée, les soldats de Bonaparte, du corps expéditionnaire de Bonaparte. Et puis, alors surtout, c'est à peu près concomitant avec mes premières recherches sur les camps, c'est la découverte du charnier de Vilnius en Lituanie. Ça a vraiment été un élément, ça a vraiment été un choc. Moi, je le qualifie toujours de choc de Vilnius parce que dans le cadre de travaux en périphérie de la ville, les archéologues vont mettre à jour un charnier considérable de près de 3300 combattants qui retraitaient depuis le passage de la Berezina jusqu'à Vilnius, qui vont effectivement mourir de froid et de faim dans les rues de Vilnius. Et là, ça a été vraiment un réel problème d'ailleurs pour gérer cette découverte, et les Lituaniens ont fait appel à des anthropologues français, notamment Olivier Dutour et Muniché Signoli, qui sont intervenus sur cette fouille, qui ont publié d'ailleurs les résultats. Ensuite, après Vilnius, alors Vilnius, les résultats sont spectaculaires. Évidemment, ils n'ont pas pu faire une fouille dans les règles de l'art sur 3300 corps, donc il y a eu un prélèvement, mais ils remplissaient des sacs poubelles de fragments d'uniformes, d'éléments, de shakos complets. Enfin, c'était absolument vertigineux.
Le professeur Raoult va travailler d'ailleurs et mettre en évidence les, les, euh, les pouls vecteurs de la fièvre des tranchées. Il va y avoir une étude anthropologique aussi qui est menée, qui je pense qui est toujours en cours, avec des résultats statistiques très très intéressants, à la fois sur les causes de la mort, sur le profil des profils très très militaires, hein, des squelettes retrouvés, c'est-à-dire des jeunes hommes, hein, très peu de femmes, je crois 17, quelques animaux aussi, un âne, je crois, enfin bref. Non, c'est une découverte absolument exceptionnelle et remarquable. Ensuite, elle va être suivie en 2006 par une autre découverte à Kaliningrad, dans l'enclave russe de Kaliningrad. Là, on est vraiment au terme de la retraite de Russie, c'est-à-dire que ceux qui ne meurent pas à Vilnius vont poursuivre jusqu'à Kaliningrad. Et là, à nouveau, près de 700 corps, dans plusieurs fosses. Alors, on n'est pas tout à fait dans un même contexte. On est plutôt dans un hôpital dans un cimetière d'hôpital. Et là, à nouveau, de très très belles découvertes de ces hommes qui avaient survécu au pire et qui vont mourir de fatigue, de typhus, d'épuisement. Il y a l'exemple, par exemple, d'un combattant, le véritable gueule cassée, qui avait une partie de la mâchoire arrachée et qui avait cicatrisé. Donc, ça veut dire il avait parcouru pendant plusieurs semaines avec la moitié du visage en moins. Et donc, il y a même une reconstitution qui a été proposée par l'unité PACEA de Bordeaux ils ont reconstitué, numérisé, scanné le crâne et reconstitué le visage de cette gueule cassée. Donc, voilà, et ensuite, il va y avoir un certain nombre de découvertes qui vont être faites parce que effectivement, la plupart des pays touchés par les guerres napoléoniennes considèrent ce patrimoine comme relevant d'un patrimoine commun, hein, d'une histoire commune. Voilà, donc il y a un certain nombre de fouilles qui ont été faites en Allemagne, en Autriche, à Wagram, sur le tracé de l'autoroute, hein, qui vient sabrer le champ de bataille. Un collègue Slavomir Koenig a fait un travail très remarquable dans l'emprise de cette autoroute, en découvrant à la fois les camps des Autrichiens et puis les camps qui finalement sont débordés le jour de la bataille et les fosses qui servaient d'abri vont servir d'abri pour le coup pour les combats et donc et ensuite de fosses pour l'inhumation des morts et donc il va retrouver près de 70 squelettes de combattants français, saxons, autrichiens, mélangés, parfois mêlés à des squelettes de chevaux, les chevaux. Voilà un petit peu la genèse de cette archéologie, en quelques mots. Mais, petite précision, en fait, en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que les premiers véritablement à s'intéresser aux faits militaires napoléoniens, ce sont les égyptologues, les épigraphistes, et qui vont... et je trouve que là, il y a aussi une mise en abîme intéressante, c'est qu'en fait, ils doivent leur discipline à Bonaparte, et ils vont s'intéresser, notamment, je pense, à Legrain et Goyon, au tout début du XXe siècle, ils vont se mettre à étudier les graffitis laissés par les soldats de Bonaparte sur les monuments pharaoniques, les compiler, les étudier. Donc c'est à eux qu'on doit finalement un petit peu le développement de cette archéologie-là. Parfois, dans un contexte notamment, dans le contexte qui précède la Première Guerre mondiale, dans cette marche à la guerre, hein, une instrumentalisation effectivement patriotique de ce travail, et ça c'est toujours un petit peu le danger dans l'étude de ces conflits. Oui, mais de toute façon après on le voit, l'archéologie est un outil puissant au service du pouvoir politique. La Chine ils ont un très 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 gros département archéologie. Absolument. Oui, mais les Russes aussi, mais bon voilà, c'est effectivement, et puis il y a ce qu'on appelle la diplomatie funéraire, hein, c'est-à-dire effectivement utiliser ces découvertes pour provoquer des rapprochements, provoquer parfois des conflits. Effectivement, il faut être extrêmement vigilant. Oui.
bien sûr. Alors, tu nous parlais tout à l'heure, tu nous as évoqué le camp de Boulogne. Avant de rentrer dans le vif du sujet du camp de Boulogne, est-ce que tu pourrais nous redéfinir un petit peu ce qu'on appelle la Grande Armée? En fait, la Grande Armée, c'est une formation militaire, en fait. C'est une formation militaire, une formation tactique qui a été constituée à 2 reprises. La première fois en août 1805, donc à Boulogne, au camp de Boulogne. On verra que le camp de Boulogne est un terme générique et qui regroupe 7 corps d'armée. Donc c'est le rassemblement d'un certain nombre de corps d'armée qui eux-mêmes regroupent un certain nombre de divisions, qui elles-mêmes regroupent un certain nombre de brigades. Voilà. Et cette première grande armée est dissoute en octobre 1808. Une partie devient l'armée du Rhin et l'autre partie va former l'armée d'Espagne. Et la seconde grande armée, en fait, est créée en février 1811 dans la perspective de la campagne de Russie. Donc en fait, c'est vraiment, en fait, il faut bien comprendre ça, Napoléon a créé c'est une formation tactique. En fait, ça désigne pas, la Grande Armée ne désigne pas une armée grandiose, même si elle a pu l'être par la suite, selon les points de vue. Mais en tout cas, c'est d'abord une formation militaire, bien sûr. Et alors, justement, le camp de Boulogne, pourquoi c'est quoi le camp de Boulogne? En fait, le camp de Boulogne, c'est un terme générique qui désigne en fait l'ensemble du dispositif d'invasion de l'Angleterre. Entre 1803 et 1805, en fait, après la rupture de la paix d'Amiens, Napoléon reprend le projet d'une invasion par la mer, ce qu'on appelle la descente. Reprend ce projet sur lequel il avait déjà travaillé et qu'il avait ajourné pour partir en Égypte, parce qu'il avait constaté qu'il n'était pas en mesure de réaliser cette invasion. Et donc en 1803, il la reprend, il la réactive et il va la réactiver de manière considérable en rassemblant en fait une armée qu'il va répartir dans différents camps, répartis sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais en particulier, enfin du Pas-de-Calais en particulier, mais également jusqu'en Hollande, jusqu'en les Pays-Bas et un peu plus loin effectivement du côté de la Bretagne. Donc ce camp de Boulogne, c'est ça. Alors, c'est à la fois un camp à Boulogne, un ensemble de camps. C'est le camp du premier corps et en même temps, c'est ce terme générique qui désigne en fait toutes ces opérations interarmées destinées effectivement à envahir l'Angleterre. Et on sait bien que le projet échouera, puisque la fameuse grande stratégie qui consistait à éloigner la Royal Navy du Pas-de-Calais n'a pas fonctionné. Et la flottille qu'il avait constituée, qui était considérable, de 2500, 2700 bateaux, finalement ne franchira jamais cette barrière de la Royal Navy, en fait. Et donc finalement, donc le camp de Boulogne, c'est ça, c'est ce rassemblement progressif d'une armée dans des camps, une armée qui va se préparer, s'entraîner, s'équiper, qui va voilà, c'est un creuset, la Grande Armée, c'est comme ça qu'elle est souvent, le camp de Boulogne, c'est comme ça qu'il est souvent, c'est la forge un petit peu de la Grande Armée, et effectivement, pour le coup, elle est constituée au terme des 2 années de stationnement en fin août 1805, elle est effectivement constituée en Grande Armée au moment de la volte-face, de la fameuse pirouette de Boulogne, où Napoléon finalement ajourne son projet, il ne va pas y renoncer et va foncer vers les coalisés, et ce sera la campagne d'Allemagne, Ulm, Austerlitz. Voilà, donc c'est cette grande armée-là cette première grande armée-là qui va effectivement, qui ronge son frein d'une certaine façon dans les baraquements du littoral, plutôt mal logé, on le verra. Du coup, enfin, cette série de camps, une fois que Napoléon décide que bon, ok, c'est mort, on va pas pouvoir envahir l'Angleterre, ils deviennent quoi? Ils continuent quand même à être utilisés ou pas? Ah oui, alors c'est très étonnant parce que ça, les archives sont très claires, et moi je parlais de mon actualité, mais je vais publier prochainement les résultats de 10 ou 15 ans de travail sur ces camps aux éditions Mergoal, donc un très gros travail qui est aussi une partie de ma thèse d'histoire. Et donc je reviens très largement dans ce livre sur
cet aspect des choses, mais en tout cas, les camps sont maintenus. C'est-à-dire que l'ensemble du dispositif est maintenu, et dans les lettres, dans la correspondance que l'on peut lire entre les états-majors, Napoléon, les officiers subalternes, il est vraiment question, effectivement, d'un départ qui n'est pas définitif, en fait, qui est temporaire, en fait. Et donc, on dit même aux soldats, n'embarquez pas tout, on va revenir très vite, une fois que les colonisés seront vaincus. Et donc, l'ensemble il y a une date très précise, on la connaît, il y a une lettre de Napoléon qui signe la fin du camp de Boulogne, elle est datée de janvier ou de février 1813, au lendemain de la campagne de Russie. Où là, il comprend que ce projet n'aboutira jamais. Mais il faut bien comprendre que la grande affaire de Napoléon, c'est la conquête de l'Angleterre. C'est vraiment et que tout le reste, finalement, il a été un petit peu distrait par ce qui se tramait en Europe continentale. Et finalement, il n'a jamais pu aboutir ce grand projet d'invasion. Donc les camps vont être maintenus. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'archives sur ça. Il y a avec un certain nombre de problèmes. Il y a des régiments qui vont venir occuper les camps en remplacement des troupes qui partent. Il y a un gardiennage entre guillemets qui est maintenu. Mais les baraques qui déjà sont très mal construites vont s'écrouler. Enfin, très vite les camps deviennent impraticables. Et on a un certain nombre de documents parce que le problème, c'est qu'effectivement, il y a un préjudice pour les propriétaires terriens, des cultivateurs, parce que ça mobilise énormément de terrains agricoles. Et donc, il y a un préjudice, et donc il y a un certain nombre d'archives qui documentent en fait les demandes réitérées d'indemnisation pour le préjudice des camps. Et on sait aussi, par exemple, que la baraque de Napoléon avait une baraque à Étaples et à Boulogne, qui était une baraque, une très belle maison préfabriquée construite à Paris. On sait aussi qu'elle va brûler de manière accidentelle à Étaples en 1811. Enfin bon, voilà. Mais tout ça, les bateaux sont maintenus, les bateaux de la flottille, même s'ils pourrissent, parce qu'ils ont là aussi été assez mal construits. Et je renvoie aux travaux de Sophie Muffat sur la question. Voilà, donc c'est un projet qui finalement est avorté. Mais du coup, dans ce camp, ils sont à la fois là et pas là, quoi. Le gros de l'armée n'est pas là, hein, effectivement, et les régiments qui les remplacent sont pas des régiments d'élite, entre guillemets. C'est-à-dire que Napoléon va vraiment profiter, et on dira d'ailleurs, Napoléon le dira de manière un petit peu ironique, une fois que le projet aura échoué en 1815 et à Sainte-Hélène, qu'effectivement, au fond, il y a énormément d'hypothèses, de polémiques, de controverses sur le camp de Boulogne. Est-ce qu'il y a vraiment cru? Est-ce que c'était au fond finalement le prétexte pour la constitution de cette grande armée, en fait? Après, je pense que Napoléon était très opportuniste, car en fait finalement au fond c'est un bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'il a obtenu cette grande armée, qu'il a réussi finalement au fond et notamment avec cette fameuse cérémonie à Boulogne de la remise de la Légion d'honneur en 1804, où il va fédérer les troupes à la manière des empereurs romains qui vont prêter serment. Il va distribuer les drapeaux, et donc il se crée ces légions, c'est la Légion d'honneur, il se crée ces légions. Et effectivement, de cette forge des camps va sortir un outil militaire plutôt efficace. Justement, tous ces petits camps, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? En fait, ils sont organisés en corps d'armée. Donc, en camp, d'abord, on distingue plusieurs camps. Les principaux sont le camp d'Étaples, le camp de Montreuil, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, le camp de Boulogne et le camp de Bruges. En fait, ces camps vont rassembler, chaque camp va rassembler un corps d'armée constitué de divisions, en fait. Donc moi, étudiant le camp de Montreuil, je suis sur le corps qui est commandé par le maréchal Ney. Le maréchal Ney va venir à Montreuil pendant 2 ans et préparer 3 divisions qui totalisent 11 régiments de lignes et d'infanterie légère. Ça fait combien de gens, ça? Ça fait, sur le camp de Boulogne, on est autour de 25 000 soldats. Ouais, c'est pas anodin. Ouais. Au total, c'est près de 200 000 guerriers, vraiment, littéralement, qui sont prêts à embarquer. Il y a des exercices d'embarquement réguliers, et en août, c'est vraiment, c'est une opération, si on peut faire un parallèle un petit peu facile
facile, mais c'est l'opération Overlord. C'est-à-dire, on est vraiment sur toute proportion gardée, mais si on ramène les choses à ce contexte, à cette époque, où les moyens ne sont pas les mêmes, on est sur quelque chose de cette envergure-là, quoi. Vraiment, vraiment. Et tout ça est très, très documenté par l'archive, par les témoignages, et maintenant par l'archéologie. Alors l'archéologie, l'archéologie que j'ai conduite sur les camps vient plutôt documenter le soldat, la condition du soldat, la culture matérielle du soldat, ou l'organisation des camps, ou l'architecture des baraques, par exemple. Donc, elle est assez limitée aussi sur le plan de l'historiographie. Et concrètement, t'es un soldat de l'armée de Napoléon dans un de ces camps. Ta vie ressemble à quoi? Alors, ça aussi, c'est l'objet d'un gros chapitre de ma thèse, c'est que, en fait, c'est très variable. Il y a plusieurs temporalités. C'est-à-dire qu'en fait, alors d'abord, il faut bien comprendre que c'est à un moment où l'armée commence à incorporer des conscrits. Hein. Donc, il y a énormément on est en pleine période de la conscription. Hein. Donc, on a des jeunes qui sont totalement déracinés. On voit apparaître ce qu'on va appeler la nostalgie, hein, le marasme, qui peut aller jusqu'à la mort. Donc on a des jeunes conscrits de 20 ans qui sont mêlés à ce qu'on appelle les vieilles moustaches, hein, des soldats qui ont derrière, qui ont avec eux l'expérience des campagnes de la Révolution, de la campagne d'Égypte. Et donc ces hommes en fait arrivent. Et puis ils vont être logés dans des baraques plutôt insalubres, creusées d'1 mètre en terre, sans aucun confort. Ils touchent une sole quand ils la touchent, qui leur permet aucune extravagance, et loin s'en faut. Et puis, mais on va les entraîner, les préparer. Alors là, il y a une controverse sur effectivement l'efficacité réelle Beaucoup se sont plaints de la grande oisiveté qu'ils ressentaient dans ces camps. Finalement, au fond, on les entraînait assez peu. Alors, il semblerait qu'il y ait une reprise en main par la suite. En tout cas, au camp de Montreuil, le général Fezensac, qui est simple soldat, va dans ses mémoires raconter qu'effectivement, d'ailleurs, en tentant de démythifier un peu le camp de Boulogne, on a cru que, détrompez-vous, on ne faisait rien que finalement, au fond, boire, se battre en duel. Donc voilà, donc c'est finalement, au fond, c'est la condition du soldat, hein, finalement, au fond, quelle que soit l'époque, hein, c'est-à-dire finalement l'ennui, beaucoup. L'ennui, hein, un consentement qui n'est pas tout à fait consenti. Donc, des brimades, hein, notamment des soldats plus aguerris, hein, qui vont jusqu'au harcèlement. Il y a un très beau témoignage sur ce sujet-là. Et puis une attente très longue, une attente, des conditions, je le disais, de logement qui sont absolument insalubres, précaires, avec une très grande promiscuité, le froid. Ces baraques, elles s'organisent comment en fait ? En fait, le principe d'organisation des camps, et c'est vraiment ça, c'est un des ce que j'ai réellement pu mettre en évidence à partir des fouilles, c'est le principe de l'ordre de bataille. C'est-à-dire qu'en fait, les unités, les régiments, mais au sein même des régiments, les bataillons et les compagnies campent ou baraquent ou bivouaquent comme elles se battent, mais strictement, c'est-à-dire en fait, et en l'occurrence à l'époque, c'est selon le principe de l'ordre de bataille de 1791. Et donc, on a vraiment, quand on étudie un camp, quand on fouille un camp militaire napoléonien, on fouille, en fait, on observe un régiment formé en bataille sur le front. Chaque espace entre les baraques, correspond effectivement à l'espace dans les rangs. On a les trois rangs de feu, puisqu'à l'époque on se bat en ligne sur 3 rangs de feu. Il y a une évolution progressive, hein, depuis le XVIIe siècle. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on observe avec l'étude de ces camps, hein, c'est l'évolution en fait tactique de l'ordre de bataille, de l'ordre compact à l'ordre mince en fait, où les lignes vont s'étirer de plus en plus
pour rendre plus efficiente la mousqueterie et l'artillerie, et pour éviter aussi les dégâts de l'artillerie. Donc en fait, on va passer progressivement de 6 lignes à 3 lignes, et c'est ce qu'on va observer en fouillant les camps de cette période 1803-1805. On est sur trois rangs de baraques pour les hommes de troupes, répartis par compagnie, réellement, et par bataillon. En arrière, on va trouver les cuisines. En arrière, on va trouver les baraques des officiers des compagnies. Encore en arrière, on va trouver les baraques de l'état-major, des musiciens, et puis ensuite les baraques des chefs de bataillon, et ensuite la baraque du colonel. Donc on a vraiment stricto sensu la reproduction de cet ordre de bataille. Mais quel intérêt, enfin, dans le est-ce que cet ordre de bataille, ce dispatch finalement des différentes unités, il a une cohérence dans le cadre d'un stationnement Non, alors justement, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit bien à quel point ils impliquent. D'abord, il faut bien comprendre que c'est ajournement en ajournement que ce stationnement va durer comme ça sur 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, l'invasion est prévue pour 6 mois, pour 3 mois, 6 mois, 1 an, et donc elle est reportée sans cesse. Et donc, c'est toujours comme ça au début, oui, on dit que ça va durer. Effectivement, il y a un règlement. Et donc le règlement, c'est de dire, voilà, on campe. Alors c'est pas propre aux armées révolutionnaires, aux armées du consulat ou du début de l'Empire. C'est quelque chose qui source, et j'ai fait un travail effectivement sur la généalogie de ce principe qui finalement est lié à la redécouverte, à la Renaissance, en fait, des textes antiques, et notamment de tout ce qui concerne l'exercitus romain, enfin, l'armée romaine, et les grands textes, de Polybe, de Clive, enfin sur l'organisation des camps. Et donc c'est vraiment à partir de là, et ça va progressivement se mettre en place, et ça accompagne la révolution de la poudre. On va forcément. Donc il y a vraiment une corrélation étroite entre la forme des camps sur 3 siècles et la manière avec laquelle on se bat. Et en fait, d'une certaine façon, un camp napoléonien, c'est un camp romain déployé. En fait, le camp romain était un camp compact, replié sur lui-même, mais il n'avait pas à craindre l'artillerie. Et donc forcément avec l'artillerie, on est obligé, y compris de camper. Alors c'est très pratique et c'est très concret. Il y a une logique dans la façon effectivement de camper, de respecter l'ordre de bataille. C'est finalement au fond de permettre d'être le plus efficace en cas d'attaque, pour trouver sa place, pour rejoindre sa ligne, en fait. C'est vraiment une efficacité, c'est-à-dire que les rues du camp, la façon avec les intervalles, en fait, c'est juste fait pour que ça procède alors, il y a des calculs, ça va prendre, dans les ouvrages militaire, toute la théorie militaire du XVIIIe siècle, on discute beaucoup autour de ça, et effectivement, on va trouver le meilleur moyen, effectivement, d'activer, mais les Romains procédaient de la même manière, en fait. C'est juste une question d'efficacité, de rapidité, pour prendre sa place avec sa compagnie dans la ligne du combat. Oui, parce que l'idée, c'est que quand on te dit allez, go, que t'es pas à traverser d'autres lignes. Oui, c'est ça. C'est très logique. Il y a les premiers, même dans chaque compagnie, la façon avec laquelle les compagnies campent, alors ça peut être soit tourné vers le front de bandière, soit effectivement perpendiculaire au front de bandière. Enfin bref, tout est. Et les premiers dans les premières baraques sont ceux qui vont occuper les premiers rangs. Enfin, tout ça, c'est vraiment extrêmement méthodique et sensé, en tout cas dans la logique, dans la tactique militaire. Et donc voilà un petit peu ce grand principe. Et c'est effectivement, moi au départ, j'étais un petit peu désemparé. Aucun camp n'avait jamais été étudié, camp militaire de cette époque-là. Et c'est vrai que effectivement, on a très vite compris que c'était vraiment tiré au cardo. On est sur le camp d'un régiment, c'est plusieurs hectares. J'ai fouillé par exemple le camp du 69e de ligne de manière quasi intégrale. On est sur près de 200 baraques, donc et on est sur 10 hectares. C'est-à-dire que tu fais tes 10 000 pas par jour. Ah oui. Ah oui. Mais en tout cas, je veux dire, sur des volumes aussi énormes, vous avez retrouvé quand même beaucoup d'artefacts. Ah oui. Alors ça, c'est
Alors pourquoi? Alors oui, vraiment, on est sur. Alors j'évoquais 22 000 objets sur le camp de prisonniers américain, peut-être un quart du camp. Là, sur l'intégralité d'un camp, on est à 7 ou 8 000 objets. Et ce qui est remarquable, alors pourquoi? Parce que ces baraques étaient semi-excavées et que les sources, les fonds de cabane ont piégé, entre guillemets, ont préservé en tout cas de l'érosion anthropique, hein, en particulier celle du labour. On préservait les structures, et donc on a effectivement lorsque l'on fouille un fond de baraque sur le sol, on va retrouver un certain nombre d'objets, d'artefacts qui proviennent de l'armement, de l'uniforme, de la tabagie, les fameuses pipes en terre cuite, hein, avec les petits couvercles. Ça, c'est très réglementaire. C'était une très belle découverte aussi, une série de collections de petits couvercles qu'on venait mettre sur la pipe en terre cuite. Parce que le risque majeur, il y a un certain nombre d'ordres, de prescriptions du maréchal Ney, il y a un certain nombre d'incendies qui sont déclarés parce que ces baraques sont couvertes de chaume, et donc il y a l'obligation de couvrir la pipe de ce couvercle. Et donc on va trouver les monnaies aussi, hein, avec Thibaut Cardon, qui est parc du numismate. On a fait un travail remarquable. Il a fait un travail remarquable sur la manière avec laquelle les soldats étaient soldés. Avec des piécettes de cuivre dévaluées. Enfin, l'armée spéculait sur la solde en payant, en soldant ses soldats avec des monnaies qu'elle achetait en masse, y compris des monnaies étrangères qui avaient simplement des monnaies de cuivre, parfois même des monnaies romaines. Et quand le soldat touchait quelque chose, parce qu'en fait le système de la solde était confiscatoire, et de ce qu'on appelle la partie que le soldat touchait réellement, le denier de poche, en fait souvent faisait l'objet de prélèvements, si notamment il avait des obéis, s'il cassait. Il faut savoir que le soldat il paye sa baraque, il paye son uniforme, il paye son armement, et quand il l'abîme, qu'il casse son armement, il paye. Quand il perd un bouton, il paye son bouton qu'il a perdu. Et donc le soldat, globalement, ne perçoit jamais rien. Ce qui m'a aussi amené à relativiser la consommation du tabac dans les armées napoléoniennes. J'ai consacré une étude publiée aussi sur cette question-là, où j'ai démythifié un petit peu le mythe du soldat, du grognard fumeur, parce que simplement le soldat n'a pas les moyens. Le soldat est pauvre, il est indigent, mais vraiment, c'est-à-dire qu'à une époque en plus où on a supprimé la dotation de tabac. Et non, donc le soldat, il a assez peu de distractions, hein, de divertissement possible. On a trouvé quelques éléments aussi qui témoignent de ces distractions, notamment les dominos en os, hein, qu'on retrouve, qui est vraiment quelque chose de récurrent sur l'ensemble des sites napoléoniens, que ce soit à Cabrera, à Norman-Cross. Enfin, c'est vraiment une production d'objets d'artisanat de camp. C'est rigolo parce que, encore une fois, la condition du soldat, on parlait des camps tout à l'heure qui ne changent pas forcément, mais en fait, la condition du soldat, c'est la même. Parce que, je veux dire, dans l'Antiquité romaine, le soldat aussi finance une partie de son équipement. Et aujourd'hui, encore, oui, on a des militaires. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est assez trompeur, mais alors, il y avait c'est assez complexe, hein, mais effectivement. Alors après, c'est la notion de soldat citoyen, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un soldat, c'est pas un mercenaire, c'est pas un soldat professionnel, c'est-à-dire qu'effectivement, il doit y avoir effectivement une contribution de sa part à l'effort de défense du pays. Mais en tout cas, il y a effectivement des choses qui par ailleurs sont bien attestées. Thibaut Cardon l'a bien mis en évidence dans son étude. Et effectivement, il y a à la fois un contrôle social. Hein, d'ailleurs, on ne paye pas, on ne solde pas les officiers de la même manière qu'on solde les soldats. Et puis surtout, après, il y a ce phénomène de spéculation, c'est-à-dire qu'effectivement, on va donner l'équivalent de 25 centimes, par exemple, au soldat, mais quand il va dans une boulangerie s'acheter un pain, ces 25 centimes ont subi une décote très très importante. Son pouvoir d'achat est extrêmement réduit, impacté. Dans un contexte d'une manière générale qui est très marqué aussi
aussi par ce rassemblement de troupes, en particulier dans le Pas-de-Calais, aussi provoquer une inflation des prix, donc un enchérissement de tout, vraiment, se loger, pour les civils qui accompagnent encore les militaires. La nourriture, tout devient extrêmement cher, et les populations d'ailleurs aussi se plaignent auprès du préfet. Les maires font remonter les plaintes des populations, alors à la fois ceux qui connaissent un préjudice par l'occupation des camps, mais aussi les habitants qui sont marqués par ça et par les réquisitions aussi. Alors bien sûr, là cette réalité, cette certaine réalité du quotidien du soldat que tu nous décris, en fait, tu as été amené à l'approcher en recoupant à la fois ce que tu trouves sur le terrain et des écrits ou des témoignages d'époque. Tu ne lis pas encore dans les tessons comme une voyante dans une boule de cristal. Absolument, c'est très juste. C'est qu'effectivement, on est sur un croisement, une connivence fine avec les sources écrites, les témoignages et les archives, les textes administratifs, les textes réglementaires. Et c'est en tout cas ce qui, moi, m'intéresse et m'a conduit progressivement à privilégier cette archéologie-là. C'est effectivement le texte et le témoignage. Alors, il y a quelques écueils, parce qu'il faut une telle masse, cette période, les soldats de Napoléon croulent sous l'archive, littéralement. Et donc il faut trouver la juste articulation entre ces documents et ceux produits par l'archéologie. Il ne faut pas que l'archéologie vienne en illustration, par exemple, de choses qui sont par ailleurs avérées dans les textes, les lettres, les rapports ou les témoignages. Voilà, il y a un discours à construire qui est différent, voilà. Et puis ensuite, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont absolument pas documentées par l'archive, parce que ce que vous documentez, c'est des choses qui ont un caractère relativement exceptionnel. Vous ne témoignez pas de choses qui vous semblent évidentes. Je parle du mémorialisme du soldat. C'est précisément ce qui intéresse les archéologues. C'est tous les non-dits. C'est ce qui fait son quotidien et que lui ne va pas se donner la peine de décrire, parce que précisément c'est son quotidien. Et donc on va pouvoir restituer un petit peu tout ça. C'est ce qu'on appelle la culture matérielle, dans notre jargon. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est extrêmement plaisant de pouvoir croiser ces sources, toutes ces sources, effectivement, y compris l'iconographie aussi. Il y a Zéténio dans le chat qui nous dit mais les soldats morts, ils ont peut-être été dépouillés de leur prise de guerre, non? Ça serait pas logique qu'on retrouve pas grand-chose de valeur sur eux? Sur les combattants dans les fosses communes? Ouais. Sur le champ de bataille? Alors sur le champ de bataille ou dans les camps Ouais, dans les camps, lorsqu'on meurt, on meurt à l'hôpital souvent, et on n'est pas du tout dans un contexte de bataille, ou en tout cas d'invasion, et donc. Et est-ce que les copains dans ce cas-là peuvent pas en profiter pour reprendre les trucs de valeur que. Ah mais si. Il y a de toute façon le vol et la fraternité. On pourrait questionner la fraternité d'armes. Elle existe peut-être. En tout cas, c'est pas ce que l'on observe dans les camps, et ni à Cabrera, où les conditions effectivement sont particulièrement difficiles dans ce contexte concentrationnaire. Mais effectivement, il y a très peu de solidarité. Quand on peut, on vole. Et souvent, les soldats se volent entre eux, les sous-officiers volent leurs soldats. Enfin, bon, il faut pas faire d'angélisme, bien sûr. On va y revenir à Cabrera après, parce que c'est un exemple qui est particulièrement intéressant. Là, c'est vrai qu'on s'intéresse plutôt à la vie du soldat, on va dire au repos. On va très bientôt s'intéresser à la vie autour des champs de bataille. Mais on a Grain de Marcel qui dit, mais du coup, dans ces camps, vu l'inflation, vu la pauvreté, voilà, il devait y avoir un marché noir de fou, je cite. Oui, il y a un marché noir. Il y a un marché noir, il y a du maraudage, il y a du vol, oui, bien sûr, mais il y a toute une économie parallèle qui se crée, à laquelle on fait la chasse, évidemment, bien sûr, mais
il y a toujours, alors même si les camps, vraiment, ça marque un tournant, le camp de Boulogne marque un tournant, c'est-à-dire que les camps vont se vider littéralement des civils qui jusque-là accompagnaient les militaires. C'est vraiment. Et donc là, les camps vont se fermer réellement, et, entre guillemets, ils vont se militariser. Mais il y a toujours les fameuses, les vivandiers ou vivandières continuent. Donc, il y a, ces gens-là vendent, en fait, vendent aux soldats. Et alors, ce qu'on observe aussi dans la correspondance, parce que c'est une source aussi très, très importante, la correspondance des soldats, c'est qu'en fait, ils réclament sans cesse de l'argent à leur famille, quoi. C'est-à-dire que ils sont dans la nécessité de besoin, et notamment les officiers qui ont un train de vie. C'est assez, notamment, je pense au père de Georges Sand, Dupin, Maurice Dupin, qui est sous-officier auprès du général Dupont, à Camier, juste à côté d'Étaples. Donc il est avec l'armée du Comte de Montreuil, et sa correspondance est connue. Je l'ai retranscrite, les 40 lettres qu'il écrit lorsqu'il est à Camier, où d'ailleurs il décrit très très bien et sans complaisance et sans fioriture le sort qui est réservé aux soldats. Lui, c'est un officier, il occupe un château avec l'état-major. Mais voilà, il ne cesse de réclamer de l'argent à sa mère. Voilà, et tout est cher, et c'est y compris même chez les soldats. Il réclame de l'argent. Il y a des retards sur la solde, même si Napoléon va faire un effort au moment du départ des camps. Oui, donc oui, il y a du marché noir. Il existe aussi, par exemple, ce qu'on appelle la compagnie de la Lune. C'est du brigandage de soldats la nuit aussi, qui détrousse d'autres soldats ou les civils. Enfin bon, on peut imaginer ce que peut donner ce stationnement de près de 200 000 hommes dans un territoire comme celui du Pas-de-Calais, enfin, élargi un petit peu également aux Pays-Bas, à la Belgique et aux Pays-Bas. Mais Au repos, c'est pas la joie, mais autour des champs de bataille. Du coup, toi, tu as été amené à fouiller 2 champs de bataille, notamment en Biélorussie et en Russie. Comment tu as été amené à fouiller là-bas, d'ailleurs? En fait, travaillant sur les camps, progressivement, j'ai constitué un programme de recherche qui a pris la forme d'un triptyque, en fait, qui consistait en fait à étudier les vivants, c'est-à-dire les camps, les morts, les champs de bataille, et les morts vivants, la captivité. Et donc, une fois l'étude des camps terminée, je me suis tourné vers le champ de bataille, et les opportunités sont assez rares finalement en Europe. Et puis en contactant le centre d'études napoléoniennes présidé par Jérôme Beaucourt, on a construit un premier projet à partir de 2008 autour du site de la Bérésina, qui s'est traduit, concrétisé par une première intervention en 2012. Donc on a fouillé sur la Studienka, vraiment dans la zone des ponts. Et tout ça, c'était accompagné d'une préparation, c'est-à-dire qu'on avait sensibilisé les archéologues biélorusses à la méthode d'investigation et au protocole de l'INRAP, c'est-à-dire le diagnostic en tranchée, mécanisé, ce qui était une révolution chez eux, où par exemple la terre végétale est considérée comme une couche archéologique. Et donc, dans ce cadre, l'INRAP avait accueilli les salariés, deux archéologues biélorusses qui avaient travaillé, je ne sais plus, enfin, qui avaient été pris en charge par des collègues sur différentes opérations. Et donc voilà, donc en 2012, on a fait une première campagne de sondage, et ensuite Jérôme Beaucourt a continué seul les recherches sur ce site emblématique, exceptionnel de la Bérésina, avec des résultats intéressants, notamment la découverte d'un sabre de mamelouk. Alors bon, c'est très complexe, hein, parce que on est sur des surfaces très grandes. C'est-à-dire que la Bérésina, si on prend le site dans ses plus grandes dimensions, c'est 4 km sur 4. Et si on resserre un petit peu, si on zoome un petit peu, on est sur autour des ponts, à Studienka et à Brily de l'autre côté.
on est sur près de 40 hectares. Donc, Alors pour ceux qui ne sont pas familiers juste de cette période, est-ce que tu peux recontextualiser peut-être la Bérésina? En gros, ça se passe pas très très bien pour les Français. oui, je vais parler de la Bérésina et je vais parler ensuite de Smolensk et Valutina Gora. On est effectivement, le contexte, c'est la campagne de Russie qui débute avec le franchissement du Niémen en juin 1812 et qui va se terminer, comme on le sait, par la destruction quasi complète de la Grande Armée au terme d'une retraite tragique. Oui, terrible, terrible. Et donc, effectivement, la Bérésina, c'est le franchissement de cette rivière lors de la retraite. On est autour du 25, 26, 27, 28 novembre 1812. Et Napoléon va réussir à échapper à l'encerclement, et notamment par la construction de 2 ponts qui sont en eux-mêmes un exploit, hein, construits par les pontonniers du général Eblé, qui vont à peu près tous périr dans cet effort ultime pour sauver l'armée. Et donc 2 ponts, un pont pour l'artillerie, un pont pour l'infanterie, qui vont être détruits le 4e jour, au matin, sur l'ordre de Napoléon, et qui vont être à l'origine du drame et de la tragédie de la Bérésina. C'est-à-dire qu'en fait, les civils, les non-combattants, les blessés, les débandés, ce qu'on appelait les traînards, l'arrière-garde, va rester effectivement piégé. Et c'est effectivement ce qui va donner à la Bérésina cette dimension de tragédie absolue, hein, qui va être ensuite distillée, relayée dans la littérature pendant tout le XIXe siècle, hein. Et ça reste en même temps une tragédie, hein. On est les estimations sont autour de 60 000 morts, hein. Bon, c'est très variable, hein. C'est très compliqué de surestimer un petit peu les pertes. Mais donc ces traînards qui vont rester bloqués, et malgré, par exemple, le médecin Larrey, le fameux Dominique Larrey, le médecin militaire, qui va franchir à plusieurs reprises le pont pour inciter les gens à se lever et à faire l'effort de franchir le pont. Et ils vont finir par être bombardés par les Russes au moment de la prise du village de Studenka, quand ils vont se rapprocher de la tête de pont. Et ils vont partir, la plupart en captivité, hein, notamment en Sibérie. On voit un petit peu le cadre de la Bérésina. Donc Napoléon qui réussit, hein, qui fait une feinte de corps. Il feinte un petit peu à Borisov. Le pont de Borisov est détruit. Il demande à une partie de son armée de partir vers la gauche, et en fait finalement il va trouver ce guet à Studenka qu'on lui avait déjà indiqué, le fameux Corbeino. Encore une fois, c'est du storytelling parce que c'est un peu plus complexe que ça. Et donc il va faire construire ces 2 ponts dans ce petit village de Studenka qui est absolument magnifique, hein. Toute la région de la Bérésina, cette partie de la Biélorussie est vraiment très très belle. C'est un monde rural, paysan, qui fait un petit peu penser à ce que pouvait être la France du XIXe siècle, avec un habitat traditionnel, le bloc-beau. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et donc la grande découverte, ça a été aussi de mesurer à quel point le site de la Bérésina avait été impacté par des recherches antérieures. Et finalement, au fond, il est assez peu préservé, en fait, finalement, malgré l'impression qu'on peut en avoir lorsqu'on le découvre, en fait, et quand on commence à fouiller un petit peu dans l'histoire locale et dans ce qu'ont pu faire, notamment un oubro du nom de Kolodeïev qui va détourner la rivière et pour la vider complètement de tous les artefacts. Et puis ensuite, l'armée russe va également draguer la rivière et le site, parce qu'il y a toujours motivé par cette légende du trésor de Napoléon, de la Grande Armée, qui aurait été enterré. Napoléon se croyant finalement piégé. Alors pourquoi justement tout à l'heure tu nous évoquais rapidement le fait que de notre côté on n'a pas trop la chance de voir des champs de bataille préservés. Il y avait cette croyance que dans l'Europe de l'Est les champs étaient mieux préservés. Et pourquoi en fait?
un peu naïfs parce qu'ils sont touchés, ils sont touchés dans une moindre mesure par les aménagements du territoire. Donc, et puis, alors, certains, il ne faut pas essentialiser, il ne faut pas généraliser. Il y a des sites qui sont probablement bien conservés, mais même ceux qui sont, je veux dire, physiquement conservés dans leur topographie. Et on verra que, par exemple, le site de Waterloo ne l'est pas, par exemple. On a un épisode de prévu là-dessus, et je peux vous dire que je ne vais pas, c'est assez complexe, mais bon, voilà. C'est peu ragoûtant. Disons qu'on ne voit plus le sucre de la même manière. Ouais. C'est un sujet en soi. Mais bon, voilà, donc effectivement, mais finalement, très peu de sites de champs de bataille sont préservés, en fait. Parce que pour plusieurs raisons, parce que très vite, alors il y a le pillage récent, et ça en Biélorussie c'est un véritable fléau parce que les conflits récents, les guerres récentes ne sont pas considérées comme de l'archéologie, et donc vous êtes libre de fouiller des sépultures de soldats de la Grande Armée ou de soldats de la Wehrmacht, et on voit sur le net, on voit circuler une quantité de vidéos montrant des découvertes absolument exceptionnelles, un véritable pillage. Parce que tout ça n'est pas documenté, en tout cas scientifiquement. Donc voilà, donc c'est essentiellement les ravages du pillage. À Bérésina, le site a été complètement nettoyé. C'est le mot qu'on peut employer, ou purgé. Et ça continue. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui de trouver les artefacts. Les seules parties du site qui sont conservées sont les zones de tourbe, mais qui sont très difficiles d'accès. On a tenté une mécanisation de ces zones-là, et malheureusement la pelle s'est en partie embourbée. Donc on a dû cesser un petit peu nos recherches, mais là il y a un potentiel, effectivement. On avait notamment trouvé l'horizon qui correspondait à la ligne de combat de défense des ponts, avec énormément d'artefacts, et là on est possiblement en capacité, enfin en tout cas on peut trouver des corps, des hibernatus parfaitement conservés dans ces milieux anaérobiques, mais qui restent difficiles d'accès. Tout à l'heure, tu nous as évoqué l'île de Cabrera, et tu évoquais les camps de détention. Alors, c'est où l'île de Cabrera, et c'est quoi? Oui, alors juste avant, parce que j'ai beaucoup parlé de la Bérésina, mais l'autre. Oui, tu avais deux autres. Oui, c'est bon. Je vais passer très vite. C'est en 2019 à Valutina Gora, donc la bataille de Valutina Gora du 19 août 1812. Alors, contrairement à la Bérésina, on est sur l'offensive, la marche vers Moscou. Et on est précisément au lendemain de la prise de Smolensk, et l'armée russe est totalement battue. Elle retraite, et dans cette retraite, elle se retourne pour protéger précisément sa retraite, et donc cette arrière-garde russe va affronter l'avant-garde française, et donc ça va être un choc terrible. Et c'est un peu, si vous avez la référence, c'est un peu un Gettysburg, c'est-à-dire qu'il y a une colline sur laquelle les Russes sont retranchés, notamment les troupes d'élite et l'artillerie, et puis les Français, notamment les fameuses divisions les divisions Gudin du maréchal Davout, qui va tenter, qui va prendre cette colline en colonne d'attaque, avec des combats à l'arme blanche, à la baïonnette, qui sont très très rares d'une manière générale dans le courant des guerres napoléoniennes. Et c'est effectivement à Valutina que le fameux Gudin, qui a été redécouvert à Smolensk par la suite, trouve la mort en franchissant une petite rivière qui s'appelle l'Astragan. Et donc on a étudié également ce champ de bataille-là, et notamment un charnier, effectivement, qui mêlait à la fois des combattants français et russes, des combattants de la division Gudin. Et qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir? En fait, on était là. La problématique, c'était véritablement d'observer un petit peu le traitement funéraire réservé aux soldats, à l'homme de troupe, jusqu'à l'officier même d'ailleurs, et puis le traitement réservé à l'officier supérieur, qui était le général Gudin, qui avait le droit finalement au fond à une sépulture individuelle, avec une cérémonie particulière. Voilà. Et donc effectivement, et ça va, il faut attendre la Première Guerre mondiale pour voir un petit peu une individuation du combattant, et un traitement privilégié en tout cas de sa dépouille. Ce que l'on observe en tout cas des différentes occurrences de fouilles
de charnier, de fosse commune des guerres napoléoniennes, c'est qu'effectivement, on nettoie, quoi. On mélange, on jette dans une fosse, souvent après avoir déshabillé les combattants. On les jette dans une fosse pêle-mêle sans distinction des belligérants, en y mêlant les chevaux et toutes sortes de choses, et parfois des civils, s'agissant de la retraite de Russie. Donc la fosse commune reste effectivement la structure funéraire par excellence des guerres du XIXe siècle. C'est quelque chose qui, encore une fois, il faut attendre, et le soldat n'est absolument pas individualisé. Il est un élément de la troupe. Ouais, c'est un peu de la chair à canon. Oui, c'est ça. C'est de la chair à canon. Après, bon, encore une fois, c'est plus complexe que ça. Mais... Oui, bien sûr. Mais tu as évoqué les chevaux, et on avait une question dans le chat sur l'utilisation des animaux durant les guerres napoléoniennes. Tu en as une idée, à part les chevaux? Oui, non, mais il y a plusieurs études qui ont été menées par des gens très spécialisés sur cette question-là. La remonte, c'est effectivement, parce que les guerres napoléoniennes vont consommer, et là, on en parle très peu, enfin on commence à en parler, mais effectivement, on consommait beaucoup d'hommes, et aussi beaucoup de chevaux. Oui, c'est un sujet, effectivement. Alors, je ne peux pas dire qu'il y ait des résultats probants pour l'instant sur l'étude de restes osseux de chevaux découverts dans les fosses communes. On a souvent du mal déjà à conduire une étude sur les restes humains. Mais oui, j'ai pas les références en tête, mais il y a des études qui ont été menées très sérieuses sur cette question. On n'a pas retrouvé d'éléphants pour traverser la Manche. Non, ok, très bien. On aurait pu. Il y aura peut-être un jour. On a JF dans le chat qui nous pose une question qui fait écho à un sujet qu'on a traité il n'y a pas très longtemps sur la Première Guerre mondiale, à savoir, quand un soldat meurt, comment est-ce que sa famille l'apprend ? Et est-ce qu'elle l'apprend d'ailleurs? Parce que quand on voit le nombre de personnes qui peuvent mourir sur le champ de bataille, on s'imagine que l'identification des soldats doit être un peu compliquée. Oui. Alors, bon, là aussi, il faut démythifier un petit peu. On meurt plus de maladies à l'hôpital que sur le champ de bataille. Alors, c'est pas tout à fait vrai vers la fin des campagnes napoléoniennes, où là, effectivement, c'est une véritable boucherie comme à Leipzig ou à Borodino. Vraiment, mais globalement, on meurt assez peu de blessures sur le champ de bataille. Mais non, les familles en fait ne l'apprennent pas. En fait, simplement, il est noté comme porté disparu, mort, blessé sur les registres matricules, qui sont les archives des corps. Et effectivement, c'est d'ailleurs un très très gros problème à la fin des guerres. C'est que les familles vont chercher entre ceux qui sont effectivement portés disparus, qui n'ont pas été. Donc il y a des mentions particulières sur les registres matricules qu'on peut consulter aujourd'hui sur le site Mémoire des Hommes. C'est une source extraordinaire aussi pour approcher un petit peu la condition de soldats. Et donc il y a des mentions particulières. Mort à l'hôpital, mort des suites de blessures, mort au combat, enfin voilà, et donc on va effectivement informer bien après les familles, et quand on ne sait pas ce que sont devenus les combattants, et on les informe pas, enfin les familles restent et ça pose des problèmes, ça va poser des problèmes d'état civil considérables, de succession, et puis ensuite on voit avec le colonel Chabert, c'est tous ces hommes qui reviennent bien après la cessation des combats et des guerres, et qui vont prisonniers en Russie, ou qui vont mettre beaucoup de temps à revenir, ou qui vont même ne pas se déclarer comme survivants des combats. Alors venons-en à la fameuse île de Cabrera. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? En fait, Cabrera, d'abord c'est la 5e plus grande île des Baléares. Elle est entourée de 18 îlots qui forment un petit archipel du même nom. Elle est située à moins d'une heure de navigation, à peu près 10 km de la colonia Saint-Jordi, au sud de l'île de Majorque. Et donc c'est une île de la taille d'une petite île française. Ça fait 7 km sur 5 à peu près, mais complètement dépeuplée.
Les rares tentatives de peuplement ont échoué depuis l'Antiquité jusqu'à la militarisation de l'île en 1916, notamment en cause de la rareté des sols quaternaires cultivables et l'absence aussi d'autres ressources d'eau, notamment d'eau potable. C'est en Méditerranée, hein, pour ceux qui sont pas très forts en géographie. Oui, alors, il faut aller à ce niveau de précision. Ah, attention, on est sur une chaîne d'histoire, hein. C'est pas la chaîne de géo. Hein. D'accord. Bon. Oui, c'est en Méditerranée, bien sûr, bien sûr. Et donc depuis 1991, l'île a été démilitarisée et c'est devenu en fait une réserve naturelle. Voilà. Et donc en fait cette île finalement a été peuplée à un moment de son histoire. Elle a été peuplée par des prisonniers français. Qui ont été déportés, faits prisonniers en Espagne et qui ont été déportés et laissés sans ressources sur cette île qui à l'époque n'offrait aucune végétation, hein, en cause la présence des chèvres. Et donc ça va être effectivement ils vont vivre un enfer, hein, sur cette île. On va déporter dans un premier temps l'armée qui est défaite à Bélem en 1808. Cette armée qui est défaite, dans un premier temps, on va la répartir dans différents cantonnements en Andalousie. Et puis Napoléon, reprenant l'offensive et marchant vers Cadix, en fait, on va déplacer ces prisonniers et les enfermer à bord des fameux pontons, les bateaux prison. C'est de véritables mouroirs, hein, des tombeaux flottants, comme les décrivaient les témoins. Et donc ils vont mourir d'abord dans les cantonnements parce qu'ils sont martyrisés ou harcelés par les populations civiles. Ensuite ils vont mourir dans les pontons. Alors c'est vraiment l'hécatombe à bord des pontons, c'est absolument ignoble, horrible. Et finalement les problèmes d'insalubrité liés à ces corps qui sont rejetés à la mer, des pontons, finalement, on va décider, sous la pression de la population de Cadix, on va décider de déporter les 6000 survivants dans les Baléares, avec en première intention l'idée de les débarquer à Majorque, mais à Palma, mais les Mallorquins vont refuser donc ils vont à nouveau rester quelque temps dans les bateaux et continuer à mourir. Et puis finalement, à partir du 5 mai 1809, on va les débarquer sur ce caillou, sur cette petite île totalement inhospitalière et stérile qu'est Cabrera. Donc 6000 personnes. Alors c'est 6000 personnes, c'est entre 5 et 6 000 personnes, peut-être 5000, mais ensuite l'île va servir, il va y avoir, ça ce sont les premiers convois en fait, il va y avoir d'autres convois de prisonniers jusqu'en 1813, et au total l'île va accueillir, entre guillemets, 12, 13, 14, 15 000 prisonniers. Et ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, 3400 seront rapatriés au terme de 5 années de captivité. Ouais, ça fait 25% de survie, c'est pas énorme. Hein. Oui, alors c'est absolument, l'histoire de Cabrera est absolument horrifique. Elle est connue notamment là encore une fois, par un certain nombre de témoignages. On a un corpus d'une vingtaine de témoignages de survivants de Cabrera. Et c'est absolument horrifique. C'est-à-dire l'anthropophagie, la coprophagie, la nécrophagie sont attestées. Les captifs vont mourir littéralement de faim et de soif. Il y a une seule petite source d'eau potable qui va être tenue, qui va être rendue célèbre par le caporal qui l'a contrôlé, le caporal Vagré, qui va aussi témoigner. Et donc voilà, c'est 5 années d'une captivité absolument terrible. Alors avec des approvisionnements quand même. Là aussi, c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'il y a différentes temporalités, mais bon, globalement, les conditions de détention vont être absolument terribles, très proches en fait finalement au fond du système concentrationnaire nazi, avec des descriptions, avec des choses qui sont assez similaires, notamment ce que Primo Levi a pu décrire, la zone grise, finalement.
Personne ni tout à fait blanc ni tout à fait noir, et puis aussi les fameux ce que Primo Levi appelle les musulmans à Auschwitz, qui sont à Cabrera ce que les cabrériens vont appeler les rafalés, et qui sont ces soldats qui sont ni tout à fait morts ni tout à fait vivants, qui sont décharnés, nus, hirsutes, avec le regard vide, voilà. Donc ces fameux rafalés qui vont aller se perdre dans les cavités, les grottes de Cabrera, et c'est une recherche portée en particulier sur la redécouverte, la localisation de toutes ces grottes et cavités. Mais alors du coup, on les déporte sur cette île. Il y a des gardiens, ou en fait Non, c'est le principe de l'île prison. Il n'y a pas de geôlier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des vaisseaux de guerre qui tournent autour des chaloupes canonnières espagnoles qui gardent entre guillemets l'île. Et puis parfois des navires anglais, mais il n'y a pas réellement de gardiens, en fait. Et finalement, les seuls gardiens sont les matons, sont recrutés parmi les prisonniers. C'est-à-dire qu'il y a une organisation quand même qui va se mettre en place. Un conseil va être constitué avec un certain nombre de règles, et puis effectivement, avec notamment une répression assez sévère des voleurs, violeurs, anthropophages, et des systèmes de punition, de mutilation à un couplet pour un premier vol. Donc voilà, quoi, c'est des conditions absolument inhumaines de détention. Avec un système d'autogestion finalement qui apparaît. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, et on le voit bien, y compris dans l'organisation des camps de baraques autour de l'île, est dotée d'un port naturel assez profond, assez large, qui est fermé par deux promontoires, et autour de ce port naturel, un certain nombre de petites agglomérations de camps. Des camps vont être construits d'ailleurs sur le modèle, les baraques de ces camps vont être construits sur le modèle de celle du camp de Boulogne. C'est mentionné dans quelques témoignages. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette organisation va reprendre l'organisation des différents corps qui sont présents. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir le camp des marins de la garde, qui sont les troupes d'élite, le camp des gendarmes, le camp des dragons, le camp des légions de réserve. L'armée qui est défaite à Cabrera est une armée qui est constituée en grande partie de soldats complètement inexpérimentés, qui sont les fameuses légions de réserve. Et c'est-à-dire des conscrits qui n'ont reçu aucune formation, et qui se retrouvent jetés sur le théâtre d'opération hispanique, et qui vont être défaits. Et donc on a, alors comment on sait tout ça? D'abord parce qu'il y a une bonne partie des vestiges qui sont vraiment très très bien conservés pour le coup. Et puis aussi parce que François Gilles, qui est l'un des survivants, l'un des mémorialistes principaux de l'île, va dresser une carte de la répartition, où il va assez précisément, d'ailleurs, à la fois reproduire la topographie de l'île, mais aussi la localisation des différents camps, des différentes sources, la source d'eau potable, les différentes cavités, les grottes qui vont être occupées par les rafalés. Donc on a une carte, une espèce de carte au trésor, pour l'archéologue. Et ça a constitué un petit peu c'est à partir de cette carte qu'on a construit les 3 premières années de travail sur l'île, c'est une phase préparatoire, avant les fouilles intensives, où il s'agissait, parce que l'île est véritablement, alors elle est très compliquée d'accès, parce que vous avez une végétation très très dense, de type garrigue, et puis les accès aux grottes et aux cavités sont extrêmement difficiles et parfois même périlleuses, et donc on a repris un petit peu la carte de Gilles et d'autres témoignages, et on est allé un petit peu à la redécouverte de tous ces endroits, et avec aussi une attention particulière sur la question de la localisation de la fameuse vallée des morts, ou colline des morts, qui est l'endroit du premier cimetière des captifs. Quand tu dis on, c'est qui? Il y avait l'INRAP et ton asso? Oui, alors ça c'est une mission qui est portée par l'ASCAR avec la collaboration de l'INRAP sur la première mission, mais c'est essentiellement une mission effectivement portée par l'association. Alors cette association, l'ASCAR, on peut en dire 2 mots, mais tu peux. Oui, j'en suis. Alors c'est comme tu l'as dit, c'est l'association pour l'archéologie des sites
des conflits armés récents. Alors l'idée, je suis un peu l'instigateur, mais je ne suis pas l'unique fondateur de cette association. Il y a un certain nombre de collègues qui en fait constituait avant la création de l'ASCAR une espèce de collectif avec lesquels on avait travaillé justement sur ces différents projets que j'ai déjà évoqués. Et donc, on a voulu donner un cadre un peu formel en créant cette association-là. J'ai voulu jouer un petit peu avec l'idée de l'ASCAR, l'équipe de l'ASCAR. Bon, voilà. C'était un petit peu un côté un petit peu d'autodérision. Quand on creuse, on a le temps de réfléchir au calembour. Oui, bah c'est ça. Bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué de trouver un acronyme. Et donc voilà, donc on a fondé en 2021 cette association et voilà, et on est présent. Alors il y a Axel Onjul, il y a Frédéric Adam, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a Dominique Boussu, il y a Joël Ramé, il y a Germain Hello La Prairie, l'intérêt de cette association, c'est qu'elle fédère des chercheurs qui sont issus de différentes institutions en fait, du CNRS, du Musée d'Histoire Naturelle, de l'INRAP. Et donc ça facilite un petit peu les choses et on intervient sur des sujets sur lesquels l'INRAP n'interviendrait pas parce que ça ne relève pas de son travail d'origine préventive, mais elle accompagne, elle aide quand elle le peut ses missions à l'étranger et c'est ce qu'elle a fait en tout cas à Cabrera. Et c'est vrai que l'essentiel des membres de l'équipe sont des INRAPiens et on intervient. Alors ça, je précise, on intervient bénévolement. Hein, c'est basé sur le volontariat. Hein, donc on va même plus loin que ça puisqu'on autofinance nos missions. Comme beaucoup d'archéologues. Oui, voilà, c'est comme ça. Après, on se victimise pas. Hein, on est proactif dans tout ça. C'est un tel privilège, notamment d'intervenir sur cette île de Cabrera, qui est très très compliqué d'accès. Ça a été un très très long travail d'approche. Il y a des contraintes très 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 importantes qui sont liées à son statut de réserve naturelle. Oui, parce que c'est ça. Aujourd'hui, en fait, l'île, elle est pas accessible. Non, l'île n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible du tout. Elle est fermée. C'est une île qui est complètement fermée. Elle est inhabitée. Et là, nous, on a effectivement obtenu les autorisations qui nous permettent effectivement de cheminer, d'explorer cette île dans tous ses recoins. Et c'est absolument extraordinaire. D'un point de vue le site naturel est absolument exceptionnel. C'est une île calcaire avec assez montagneuse, avec une végétation, une pinède aussi très importante, une garrigue et puis des cavités, des grottes, des barres rocheuses avec une quantité d'habitats troglodytiques aménagés de murs de pierre sèche par les détenus qu'on retrouve. Et puis aussi la fameuse grotte du Dragon, je pense à celle-là en particulier, qu'on a redécouverte en novembre 2024, donc il y a peu là. Et qui était monumental et qui était relativement bien documenté par les témoignages. Et alors dans la grotte des dragons, parce qu'effectivement les soldats dragons l'occupaient, et plusieurs centaines d'hommes ont vécu et on retrouve vraiment fossilisés les aménagements intérieurs de cette grotte. Et puis une quantité d'objets sur le sol, boutons, boucles, voilà, des centaines d'objets comme ça. Et puis, alors c'est la raison de l'appropriation de ces espaces assez hostiles et assez éloignés finalement du port et potentiellement du ravitaillement, c'est la fraîcheur et puis la présence d'eau. Dans la plupart des grottes que l'on a visitées, généralement, il y a un réservoir naturel d'eau douce. Et ça, c'était le... Il y avait déjà des fouilles qui avaient été entreprises auparavant, ou en fait, ce qu'on savait sur l'île, c'était simplement des ressources textuelles? Non, il y a eu des recherches. Il y a eu des recherches qui ont été entreprises par un collègue, Matteo Riera, qui lui travaille sur l'occupation byzantine de l'île, parce que l'île a... Ah oui, il avait plusieurs vies. Ouais. Oui, plusieurs vies, on va dire ça comme ça. Et en fait, très étonnamment, il a fouillé un ensemble de baraques, au lieu dit le palais royal, c'était comme ça que les soldats l'appelaient, qui était le cœur de l'île. Il a fouillé ces baraques de soldats qui sont étonnamment bien préservées, avec des élévations de l'ordre de 1,50 m et parce que les soldats ont mis le feu à leur baraquement en mai 1814 lorsqu'ils quittent l'île, et en fait tout est fossilisé. Ensuite ça s'est sédimenté progressivement parce que
y a des pluies diluviennes dans les Baléares, on a des vallées torrentielles avec des coulées de sédiments très importants, ce qui explique d'ailleurs probablement la disparition partielle du cimetière, détruite par ces coulées. Et donc, il a fouillé un certain nombre de baraques en pensant qu'il intervenait sur des constructions antiques. Ça vous a permis d'éclairer quelle zone d'ombre ces recherches? En fait, c'est vraiment, d'abord, il y a toujours, il y a la question des, il y a un débat en fait sur la réalité du régime concentrationnaire de Cabrera en fait, et sur le nombre de morts. Il y a vraiment une controverse entre l'historiographie française et l'historiographie espagnole. L'une tentant de minimiser un petit peu en arguant que les témoins ont exagéré leur récit. Voilà. On parle de l'espagnol, j'imagine. Non, mais bon, voilà. Donc après, il y a eu de la part d'historiens espagnols, mallorquins, je pense à Benassar, qui a fait un travail assez précis sur les entrées et les sorties, parce que c'est complexe. Là, je suis obligé d'aller assez vite et de passer beaucoup de choses, mais qui a tenté de documenter un petit peu ça précisément. Et c'est vrai qu'on arrive finalement à peu près à établir, à y voir un peu clair sur le nombre de morts et de déportés. Après, il s'agit finalement au fond d'observer à partir des sources écrites, d'aller voir de quoi consiste effectivement cette île prison, de revisiter, de redécouvrir ces lieux, ces cavernes, ces abris qui portent sur leurs parois des graffitis de prisonniers, c'est d'essayer d'approcher par l'objet en fait une réalité historique. Et à ta connaissance, il y a d'autres camps de prisonniers qui ont été fouillés? De napoléoniens, je parle? En fait, oui, il y a un autre camp qui se trouve en Angleterre, qui s'appelle le camp de Norman Cross, qui est à Peterborough, et il a été fouillé effectivement. Alors fouillé, il y a eu quelques sondages qui ont été faits par une équipe d'archéologues anglais. Mais l'intérêt, ce camp, il est extraordinaire parce que c'est le premier camp. Il est considéré comme le premier camp de prisonniers de l'histoire, c'est-à-dire qu'il a été construit et conçu comme tel pour accueillir les prisonniers des guerres de la Révolution et des guerres napoléoniennes. Et ce camp, il est notamment connu par un certain nombre de prospections aériennes où on voit effectivement les fossés très particuliers en forme de croix normande, dessiné en fait un plan avec cette forme particulière. Et il est aussi documenté par un certain nombre d'images et de témoignages. Et puis donc il y a eu des sondages qui ont été faits dans le cadre d'un documentaire anglais. Et ils ont mis en évidence notamment l'un des cimetières avec plusieurs sépultures de détenus, et puis aussi les marques aussi de cet artisanat d'os, d'objets. Enfin voilà, donc ça n'a pas été fouillé de manière très exhaustive, mais c'est à mon avis la seule autre occurrence avec Cabrera, le seul autre site qui permette réellement d'étudier la captivité des soldats napoléoniens. On peut espérer que dans ce camp, bon, ça reste un camp de prisonniers, hein, c'est pas le Club Med, mais les conditions de vie étaient un petit peu meilleures qu'à Cabrera. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la mortalité est à peu près connue. C'est-à-dire que sur la totalité là, on parle quand même de 7000 détenus de manière permanente, avec un roulement, et les chiffres sont à peu près connus des pertes. On est, je crois, par les archives, on est autour de 1700-1800 décès enregistrés, et sur les, oui, quand même. Ouais, quand même. Et sur les 1000, mais en fait, en même temps, à peu près 1000 de ces décès sont liés à une épidémie de typhus entre 1800 et 1801. Donc, c'est pas le fait d'une maltraitance ou d'une négligence ou d'une intention, en tout cas, de donner la mort qui est possible à Cabrera. Là, on est sur des problèmes, effectivement, de promiscuité, d'hygiène, voilà, d'une population qui est comme ça concentrée.
Ouais, bah, si on peut égayer le sujet 5 secondes, on pourrait dire que pour une fois, on mangeait mieux chez les Anglais. Oui, mais bien Voilà. sûr. D'ailleurs, les Anglais vont très vite évacuer de Cabrera les officiers en 1810. Ils vont les évacuer et les enfermer et les ramener en Angleterre. J'ai oublié le nom de Porchester, dans la prison de Porchester, je crois, de mémoire. Et il faut savoir que le sort des officiers est très différent de celui des soldats, hein, des hommes du rang. Du simple soldat, il y a un fossé énorme, hein, y compris même à Cabrera dans les premiers mois de captivité. La ration de l'officier n'a absolument rien à voir avec celle du soldat. Hein. Il y a un monde, hein, passer de sous-lieutenant à lieutenant. Enfin, au premier grade d'officier sous-lieutenant, vous passez déjà dans l'autre monde. Alors, on n'en a pas parlé tout au long de cet entretien, mais il y a une petite spécificité de la 32e ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi on en retrouve des traces un petit peu partout où tu es passé? Oui, c'est amusant. Alors, c'est pas s'agissant de la première trace, c'est Saint-Jean d'Acre. Je n'ai pas fouillé les corps de Saint-Jean d'Acre en 1991. Mais effectivement, ce qui a permis de déterminer, d'identifier ces corps, c'est la présence de ces boutons de la 32e demi-brigade au contact des squelettes. Et ces mêmes boutons de la 32e demi-brigade, je vais les retrouver à Camier, où campait, où baraquait la première division du camp de Montreuil. Et donc c'est l'autre camp sur lequel j'ai travaillé avec Joël Ramé. Je le cite, c'est important, je sais citer mes collaborateurs, j'en ai probablement oublié. Et donc on va retrouver exactement les mêmes boutons et même issus du même moule avec les mêmes vraiment, c'est très étonnant donc de retrouver effectivement, et je vais par la suite retrouver aussi à Cabrera des boutons, non pas de la 32e demi-brigade, parce qu'elle est transformée en 1803 en 32e de ligne. Les demi-brigades, ben, ils sont issus des amalgames, notamment celui de 1796, hein, c'est le grand brassage de l'armée. On va brasser les unités et les bataillons. Il va y avoir 2 amalgames comme ça, et cette 32e brigade est issue de cet amalgame, comme la majorité des régiments. Et donc cette demi-brigade, effectivement, ce 32e est un corps plutôt aguerri qui s'illustre durant la première campagne d'Italie. Et qui finalement est remarqué par Bonaparte et fait partie de la dizaine ou quinzaine de régiments qui participent à la campagne d'Égypte. Et donc ils se retrouvent ensuite à Saint-Jean-d'Acre à faire le siège impossible de cette ville, défendue d'ailleurs par un officier français. Et puis ensuite, les restes de ce corps sont rapatriés par la Royal Navy. Termes de cette expédition qui, sur le plan militaire, n'a pas été un franc succès. Et la 32e de nos brigades, devenue 32e de ligne, finalement se retrouve mobilisée pour le projet d'invasion de la Grande-Bretagne. Donc on va retrouver à nouveau ce corps à Camier, dans le Pas-de-Calais. Et ensuite, donc elle participe à la campagne d'Allemagne. Et ensuite, ce régiment va se retrouver en Espagne. Et donc, certains des combattants faits prisonniers en Espagne, hein, durant ces 6 années de conflit, vont être déportés à Cabrera. Et donc, dans la grotte des Dragons, on a découvert en novembre des boutons du 32e de ligne. Ouais, ça montre bien la mobilité énorme des unités. Un peu ça. Alors, ce bouton, ces petits objets, finalement, sont de véritables fossiles directeurs des contextes militaires napoléoniens. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent, que ce soit dans les sépultures individuelles ou multiples, ou dans les cantonnements, ou sur les sites de bataille. Hein. C'est vraiment l'objet emblématique
des guerres napoléoniennes. On a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est quand même deux prisons bien différentes, en tout cas à des très longues distances. On peut imaginer qu'il y a d'autres camps qui restent à découvrir. Hein. Non, moi j'évoque les camps qui sont à la fois connus par les textes, l'historiographie, mais bien sûr, après il y a la question de la déportation des prisonniers en Russie, par exemple. Effectivement, c'est assez mal, il y a quelques sources, mais c'est très mal documenté. On a des témoignages aussi de soldats qui reviennent, je pense notamment à un médecin montreuillois, Montreuil-sur-Mer, qui effectivement va raconter sa captivité en Russie. Alors lui, il est médecin, donc il va là à nouveau bénéficier d'un traitement privilégié. Mais pour le simple soldat, généralement, très peu vont revenir. Très peu vont revenir. Et bien sûr qu'il y a d'autres prisons et d'autres camps d'internement, bien sûr. Frédéric, on approche de la fin de cet entretien et avant de te remercier pour le temps que tu nous as accordé, est-ce que tu aurais quelques références bibliographiques ou des documentaires, enfin des trucs intéressants qui pourraient intéresser les gens qui veulent aller un peu plus loin sur le sujet? Alors, j'ai préparé mes petites piles. Sachant que tout ça, bien sûr, on le remettra dans la description sur YouTube, partout où on peut. Alors, j'ai dit Cabrera, il y a les mémoires j'évoquais le conscrit François Gilles, 1808, qui est l'auteur de la fameuse carte de l'île de Cabrera. Alors moi, j'ai ici l'édition originale, mais on la trouve sur Gallica. On trouve énormément de témoignages sur Gallica. Et puis Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France, où vous pouvez retrouver gratuitement plein de trucs numérisés. Gratuitement, et vous allez trouver des mémoires de Gilles et d'autres, Dubuc, Méry, Quentin, enfin bon, bref, quantité de. Et puis les soldats oubliés de Napoléon, qui est la première synthèse sur, pas la première, il y en a une dans les années 36 par Gesendorf Deguth, le Suisse, mais c'est vraiment une somme, c'est une thèse sur la captivité des soldats français. Là, c'est Denis Smith, qui est un universitaire canadien, qui a fait les soldats oubliés de Napoléon, qui date un petit peu, mais qui est une très bonne synthèse en attendant mon livre. Donc je dis ça. Évoquant tout à l'heure, j'évoquais la Première Guerre mondiale, donc il y a Frédéric Adam, son livre sur la fosse de Saint-Rémy-la-Calonne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis également le livre publié par Yves Desfossés, Alain Jacques et Gilles Prilot, L'archéologie de la Grande Guerre, avec la photo de couverture, le char d'Ébora, je n'en ai pas parlé, mais toujours dans le Cambrésis, la découverte de ce char anglais assez exceptionnel, qui a été finalement classé en 1999 au titre des monuments historiques. S'agissant de l'archéologie des conflits récents, il y a celui toujours aux éditions La Découverte, archéologie de la France moderne et contemporaine, d'ailleurs avec une photo d'un des camps que j'ai fouillé en première page. Donc c'est la direction de Journeau et Jules Bellan. Bon, ça date un petit peu, mais c'est très très bien. Puis moi, je conseille aussi toutes les productions de Jean-Paul Demoule sur l'archéologie, la fabrique de l'archéologie, l'avenir du passé, et puis son dernier livre également. J'ai forcément le titre en tête. Et s'agissant de la Grande Armée, voilà. Alors ça, c'est deux livres extrêmement récents et absolument passionnants qui sont des sommes absolues. Il y a le livre de François Houtsec, paru l'an dernier aux éditions du CNRS, Vivre la Grande Armée, être soldat au temps de Napoléon. Donc ça, c'est une petite bible. François Houtsec est d'ailleurs un des collaborateurs de Lascar qui fait partie de l'équipe de Cabrera. Et puis Jean-François Brun, qui a été l'un de qui a fait partie de mon jury de thèse, qui a également signé l'an dernier, je crois qu'il a obtenu le prix de la Fondation Napoléon, La Grande Armée, analyse d'une machine de guerre. Et alors, je n'ai pas l'exemplaire parce qu'il est au bureau, mais j'ai à citer aussi le livre de Michel Rocco, qui est archiviste et chercheur au service de la défense et qui a signé aussi un livre il y a 3 ou 4 ans sur la Grande Armée. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour des références. Écoute, pour ceux qui pensaient économiser un peu de thunes avant cet entretien, désolé, voilà, vous savez de quoi. Sachant que c'est un choix, une sélection extrêmement contrainte. Voilà, je vais finir par 2-3 mots sur l'activité l'actualité de. Alors mon actualité, c'est la publication prochaine aux éditions Mergoal de mon livre sur les camps. Là, je termine les corrections, un gros ouvrage de 800 pages d'archéologie, d'historiographie, d'anthropologie historique.
Et puis, s'agissant de Lascar, son activité, on est sur 4 dossiers actuellement. Moi, j'invite les personnes qui souhaitent soutenir Lascar à se manifester. Ils pourront trouver les références sur le web. On est sur 4 dossiers extrêmement passionnants sur la bataille de Dien Bien Phu. Ça, c'est Frédéric Adam avec la CAPSA et puis le souvenir français qui est en train un petit peu de défricher avec d'autres collègues de l'INRAP sur un projet de recherche et d'intervention sur ce site. Toujours Lascar est aussi présente sur les réseaux chinois d'étapes, les réseaux sous le camp du corps expéditionnaire britannique en 1914-1918. C'est extraordinaire. Il y a des réseaux creusés par les coulis avec quantité de témoignages chinois et d'autres souterrains également britanniques. Et puis on intervient aussi. Alors ce qui va arriver très prochainement, c'est les premiers sondages sur le site de la bataille du Pont du Fenot sur l'île de Ré, la bataille du 8 novembre 1627. On va entamer l'étude archéologique de ce site, le projet porté par M. Alvarez, Indalecio et puis Benjamin Desruelles, professeur universitaire du Québec à Montréal. Donc je pense que j'ai à peu près, puis on continue au Cabrera, donc je pense que j'ai à peu près tout évoqué s'agissant de mon actualité au sein de Lascar. Et toi, tu as des trucs un peu plus perso donc une nouvelle publication, tu nous disais tout à l'heure? Oui, j'ai beaucoup d'études en cours et de publications. Oui, alors mon activité au sein de l'INRAP, alors bon, là je suis un peu échaudé parce que j'ai appris récemment, je devais diriger une fouille importante sur le projet du canal Seine-Nord Europe. Un très très gros site, une nécropole mérovingienne doublée d'une agglomération secondaire antique, et on était à peu près certain d'obtenir la fouille. Elle devait démarrer là, incessamment sous peu, et finalement c'est la concurrence qui l'a emporté. Ah zut, ouais. Voilà, désolé. ça c'était une très 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 grosse déception, énorme déception. Bon voilà, comme il faut se faire une raison, mais c'est comme ça. Donc non, je suis sur différents projets, notamment un projet aussi avec une équipe suédoise. On va travailler sur l'ADN des corps de soldats découverts sur le site de la bataille de Wagram par Sławomir Konik. En tout cas, on vous remet les liens pour suivre les publications de Frédéric, pareil en description, dans les commentaires, partout autour de ce contenu qui sera dispo un petit peu. Oui, il y a un certain nombre d'articles sur Cabrera. J'ai publié deux grosses études dans la revue Napolonica. Il y a également un numéro d'Archéologia sur Cabrera, par exemple. Sur le camp de Boulogne, il y a énormément de choses qui ont été publiées, d'études spécifiques sur les charbons de bois, certaines catégories d'objets, les monnaies, voilà, tout ça est accessible. Également sur la Bérésina, le bulletin du Seine également est accessible et montre un petit peu les résultats des différentes campagnes qui ont été réalisées. Et puis en cherchant, on trouve assez facilement des données et des résultats. Merci en tout cas, Frédéric, pour ton temps, pour ces 2 heures. Merci à toi. Moi, je te le dis, je suis un grand fan de ton émission et de tes interventions, et c'est assez étonnant parce que quand je dis, quand j'ai annoncé effectivement ma participation à ton émission sous la forme de cette interview, la plupart des gens et les jeunes connaissent Nota Bene, mais ne connaissent pas l'INRAP, ou ne connaissent pas. Et donc c'est vraiment très très étonnant à quel point ta communauté est importante, et à quel point le travail de valorisation, de vulgarisation que tu fais marche bien, en tout cas, est efficace. Et tu contribues de belle façon, finalement, au fond, à promouvoir notre travail. Ah bah écoute, merci beaucoup, ça me touche, et j'espère que les gens connaîtront de plus en plus l'INRAP, les archéologues, et les différentes initiatives de recherche que l'on peut pousser. En tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et à très bientôt sur Nota Bene. Salut.